Vous êtes sur la Pan-African Media 1. Merci de nous rester fidèles. Toujours un réel plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre émission Génération News. Cette émission qui donne la parole à une jeunesse consciente pour apporter des éléments de réponse sur deux thématiques bien précises. Vous connaissez le procédé de l'émission. Scindé en deux parties. La première partie avec mes invités, nous allons parler d'un fait de société puisque nous parlerons de la tromperie. Faut-il voir aujourd'hui la tromperie comme étant une erreur ou un simple choix? Et bien, les éléments de réponse en première partie d'émission. En deuxième et dernière partie d'émission, pas très loin de la première partie d'émission, nous allons cette fois-ci parler de l'échec. Comment se relever après avoir côtoyé l'échec? Quelles sont les béquilles sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour nous relever? Et bien, vous en saurez un peu plus en fin d'émission. Avec mes invités du jour, ce sont des habitués pour la plupart. Daryl, merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Plaisir partagé. Plaisir partagé également, on l'espère, pour une dame qui était là il y a quelques instants, quelques numéros. Laïka, toujours un plaisir de te recevoir évidemment sur le plateau Génération News. C'est un plaisir d'être toujours là. Et on va accueillir celle qui avait disparu pendant un bon moment sur les plateaux Génération News, Esther. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. Ça faisait longtemps qu'on t'avait plus reçu. C'est toujours un plaisir de te recevoir évidemment sur le plateau des médias. Le plaisir est partagé comme d'habitude. Les amis, nous allons entrer dans le vif du sujet. Je le disais dans mon introduction pour la première partie de l'émission. On va parler de la tromperie. C'est un fait de société, un sujet qui continue à couler beaucoup d'encre et de salive. Mais pour nous les jeunes, aujourd'hui, on va dire, on côtoie un petit peu cette situation-là qui entraîne parfois ce qu'on appelle aujourd'hui couramment le gourmand. Donc le gourmand, une déception amoureuse. Laïka, tu vas donner le temps un petit peu à cette première partie d'émission. La tromperie, quelle définition tu donnerais justement au thème? Et puis, qu'est-ce que ça représente pour toi? Merci. Pour moi, la tromperie, si on peut la définir, je dirais que c'est un acte conscient qui va dans le sens de faire du mal à quelqu'un. C'est-à-dire un acte conscient qui fait du mal à quelqu'un. Et pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas bien, que je n'assume, je n'assume pas, que je ne cautionne pas, parce que la tromperie peut détruire plusieurs personnes, détruire même plusieurs familles. Donc, la tromperie, c'est quelque chose qui ne passe pas et qui ne passera jamais. Faut-il voir la tromperie comme le mensonge? C'est un mensonge ou bien la ligne est très fine entre tromperie et mensonge? Ou les deux vont de pair? Je pense que les deux vont de pair parce que la tromperie, c'est la somme même des actes de mensonge, mais ce sont des actes organisés. Mais parce que quand tu commences à tromper, tu as des choses que tu caches, tu as des messages que tu effaces, il y a des mensonges que tu commences à inventer. Si tu es en couple, tu vas par exemple dire à ta compagne, je vais au travail, alors que tu ne vas pas au travail, ou dire que tu as une mission, alors que tu n'as pas de mission, juste pour tromper. Donc pour moi, ça va de pair, le mensonge et la tromperie. D'accord. Esther, c'est vrai qu'on parle de la tromperie, on a parlé du mensonge également. Est-ce que quand on parle de tromperie, celui qui vit la tromperie dans le sens de recevoir la tromperie et celui qui met l'acte en avant, donc celui qui va au niveau de poser l'acte pour la tromperie, moi la question que j'ai envie de savoir, est-ce qu'on peut se tromper soi-même? C'est-à-dire si on reste dans l'idée du mensonge, est-ce que le fait d'être dans la tromperie, c'est se mentir à soi-même? Pour moi, la tromperie, oui, d'une part, c'est se mentir à soi-même, dans la mesure où il y a des personnes, parce que, moi je vais parler de la tromperie, c'est vrai qu'il y a la tromperie au niveau de l'amour, petite amie, de relations amoureuses. Mais il y a aussi la tromperie au niveau amical, par exemple. Où, voilà. Ah, ça c'est nouveau ça par contre. Oui, oui, moi je parle de la tromperie du niveau amical, dans la mesure où, par exemple, je suis amie avec une personne, surtout quand on parle des meilleurs amis et tout le reste. Donc pour moi déjà, meilleur ami, on n'a qu'un seul meilleur ami ou on n'a qu'une seule meilleure amie. Mais est-ce que ça existe vraiment les meilleurs amis? Oui, mais ça existe. Pour moi, ça existe. Mais justement, moi je suis curieux, qu'est-ce qui différencie l'ami du meilleur ami? Je veux dire, qu'est-ce qui fait que cette personne-là jouisse du titre de meilleur ami? Meilleur ami, c'est une personne à qui tu peux te confier, vraiment tout confier. C'est-à-dire, tu peux dire tes projets, dire tout ce que tu entreprends de faire, expliquer en fait ta vie à une personne. En gros, tu vois un peu
ton double, on va dire, un peu comme on dit l'alter ego. Voilà. Et l'ami, je pense que c'est juste au niveau où on se côtoie, on se partage des moments et tout le reste, mais tu ne peux pas rentrer en profondeur de ta vie avec. Un peu, c'est comme on dit un peu la différence entre l'amitié et l'amicalité. Voilà. Parce que l'amicalité, on se contente de bonjour, tu vas bien, je vais bien, mais l'amitié, ça va plus. Oui, Daryl? Voilà. Les meilleurs amis aussi, ça dépend aussi de l'histoire que vous avez vécue ensemble. L'histoire, ça dépend de l'histoire, parce que vraiment, si l'histoire est vraiment très très forte, alors vous ne pouvez qu'être meilleurs amis en fait, parce que vous avez vécu des épreuves, vous avez vécu des situations qui vous ont soudés, donc ça fait en sorte que vous êtes meilleurs amis. En parlant justement de situations qui vous ont ou qui nous ont soudés, la tromperie, ton avis là-dessus, mon cher Daryl, pour aller droit sur la thématique, est-ce que pour toi c'est une erreur ou c'est un choix? La tromperie pour moi c'est un choix assumé. D'accord. Dans mon cas, par exemple, moi je dirais que la tromperie, par exemple, si je suis en relation avec ma compagne, il faut mieux être clair dès le début. Ah chérie, voilà comment moi je suis. Moi je suis un homme à femme. D'accord. Donc, si je te trompe, il ne faut pas trop te fâcher. Est-ce que vous voyez un peu? Non mais désolé, on est obligé d'éclater de rire parce qu'on a l'impression que c'est tellement simple. Il y a vraiment des femmes qui acceptent ça, je veux dire, ce discours-là. Bon, vous savez, nous les hommes, vous savez, nous les hommes, à la base, nous sommes des trompeurs. Ça, il faut qu'on le reconnaisse en fait. Pas tous. La majorité des hommes sont des trompeurs. Ce serait bien de relativiser, d'accord. La majorité des hommes sont des trompeurs. Un homme, il est très difficile d'un homme de se contenter d'une seule femme. Si on regarde même l'histoire dans la religion, on prend le cas de la Bible. Abraham avait combien de femmes? C'est très loin. Revenons sur le plan purement sociétal. C'est pour essayer de détailler. Dans ce sens-là, même si on essaie d'aller dans la religion et qu'on parlait d'Abraham, est-ce que toi aujourd'hui, Daryl, est-ce que tu as la même richesse qu'Abraham? Est-ce que tu as la même richesse que Salomon qui pouvait gérer plusieurs femmes? Parce qu'on parle de 300 concubines, on parle de 700 épouses. Est-ce que toi aujourd'hui tu es capable de faire ça? Tu n'es pas capable. La tromperie n'est pas un fait, on va dire, c'est juste pour l'homme. Tu ne peux pas te mettre un matin et dire à une personne, je me mets en couple avec toi et je te trompe. Soit tu veux être avec la personne, soit tu ne veux pas être avec la personne. Il suffit de faire un choix. Quand tu dis c'est un choix assumé, ça veut dire que tu décides de côtoyer la pauvre fille et dire à la fille d'autrui que je me mets en couple avec toi et que je vais te tromper. Je suis capable de t'emmener les IST, je suis capable de t'emmener les MST, mais tu vas rester là avec moi parce que quoi? Et puis moi, la question que j'ai envie de savoir, c'est à quel moment tu trouves que c'est logique? Moi, en fait, j'ai envie de comprendre un peu dans quel monde tu es, mon cher Daryl. On n'est pas contre toi, c'est ton avis, on le respecte. Hein. Voilà, on est sur un plateau purement et simplement démocratique. Mais moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est vrai que c'est hyper difficile quand même de dire à une personne, écoute, je suis un homme, donc pars du principe qu'en étant homme, il y a des situations que tu seras appelé à vivre, mais accepte parce que c'est la condition qui est ainsi. Pourquoi le faire si réellement, comme elle dit, tu n'es pas dans l'optique de te projeter avec la personne? Parce que quand on aime, on évite justement de tromper. C'est la base. Un homme, il peut être amoureux de sa femme, mais il aura toujours envie de tromper une autre femme. En fait, l'homme, il a cet esprit de pouvoir dominer. En fait, c'est la nature de l'homme. L'homme ne peut pas se contenter d'une seule femme. C'est un fait ainsi. D'accord. Dis-nous sur votre personnalité, hein, monsieur Daryl. Non, mais je préfère être clair. Moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas hypocrite. Non, on ne parle pas d'hypocrisie. Non, moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas mentir. Je suis quelqu'un, je n'aime pas mentir. Moi, je préfère être après, moi, je parle pas. Si on parle sur le fait de tromperie, vous ne pouvez pas dire que lorsque tu es avec une personne, tu vas dire à la personne, moi, je suis un homme à femme, donc je vais te tromper. Non. Dès lors qu'on part sur la tromperie, ton partenaire apprends après l'acte que tu as posé. Tu ne vas pas dire à quelqu'un, moi je vais te tromper. Ça, on n'est pas à une tromperie. Là, tu es en train de clairement dire à la personne qu'on est ensemble, mais je vais aller voir ailleurs. Maintenant, dans la tromperie, c'est tu es avec ton partenaire. Avec ta partenaire, autant pour moi, pour vous. Tu sais que là, je suis avec quelqu'un. Je me mets en couple avec une personne. Je l'aime. On partage des moments ensemble et tout le reste. Et après, tu es attiré, on va dire en griffe par une autre personne, tu ne dis pas à ton partenaire. Là, on appelle ça une tromperie parce que la personne en question va commencer à avoir des doutes. Ouais. En fait, tu installes une insécurité émotionnelle chez la personne. Là, la personne se dit que là, tu m'as trompé. Mais je pense que dès lors que tu dis à une personne que bon, on se met ensemble, mais sache que moi, je vais aller voir ailleurs, là, tu trompes la personne. Mais c'est dans mon cas, en fait. C'est ce que j'évoquais. On confond plutôt la polygamie avec la tromperie. Je pense que Daryl est plutôt polygame. Il parle pas de tromperie parce que c'est dans la polygamie que tu peux dire oui, tu es la première épouse, je vais prendre une seconde épouse. Mais tromperie, c'est autre chose.
C'est autre chose, c'est jouer avec les sentiments de la personne. Mais à quel moment, pourquoi, mais justement la question que j'ai envie de savoir avant de donner la parole à Daryl, il reste avec toi, Laïka, pourquoi les gens généralement, quand on vit une situation aussi bien comme Esther l'a souligné, la tromperie, elle est plus large, hein, aussi bien dans une relation amoureuse que dans une relation amicale ou même dans la famille, quand aujourd'hui on décide de sortir les secrets des familles, ça reste aussi une tromperie vis-à-vis de sa famille. Donc la tromperie, il faut la prendre vraiment au sens un peu plus large. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de savoir, pourquoi généralement les gens, quand on sort d'une tromperie, ou bien quand tu appelles quelqu'un pour dire, ah, tiens, il y a mon petit ami qui m'a trompé, ou bien il y a mon ami aujourd'hui qui a vendu mes secrets à d'autres personnes, parce que généralement, ce que vous oubliez, Esther, c'est que si tu as ta meilleure amie, part du principe que ta meilleure amie a une meilleure amie aussi. Lorsque tu confies à ta meilleure amie, potentiellement, elle confie à sa meilleure amie aussi, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, c'était la petite parenthèse, hein. Mais moi, ce que j'ai envie de savoir, pourquoi généralement les gens disent il faut prendre ça comme étant une erreur. Pardonne la personne, elle a fait une erreur, pardonne la personne, il a fait une erreur. Pourquoi on considère ça comme étant une erreur? Je pense que la plupart des temps, quand une personne vient vers toi te conseiller que bon, si il t'a trompé, si t'as fait du mal, que ce soit vraiment en amitié, en amour et tout, c'est dans le sens où on est tous humains, on se dit on fait des erreurs et je pense que c'est sur ça qu'on se base pour dire bon, il l'a fait. Peut-être ce n'était pas de manière intentionnelle, voilà. Est-ce que tu es sûr que ça ne l'est pas? Parce que si on reste du principe que c'est un choix, Daryl, lui, il est clair, pour lui, c'est un choix. Bon, parfois, je pense pas que ce soit vraiment une erreur. Parfois, quelqu'un décide de te faire du mal, comme elle a dit, c'est les meilleurs amis. Parfois, une meilleure amie, elle fait semblant de rire avec toi, alors qu'au fond, elle te jalouse, alors qu'au fond, elle veut ta vie et tout. Et du coup, elle te fait du mal. Et parfois, c'est ce qui choque, parce que tu te dis, comme on dit souvent, ma soeur d'une autre mère. Tu te dis, ma soeur d'une autre mère qui me fait ça. En fait, la confiance, l'espoir et tout, tu te dis, tu es brisé et tu te dis, non, c'est pas possible que la personne puisse faire ça. Et c'est ce qui te fait même reconnaître que c'est pas une erreur, parce que si tu m'aimais autant, si tu me considérais comme moi je te considère, tu n'aurais pas pu me faire ça. Donc je pense que quand quelqu'un aussi vient te dire c'est une erreur de la personne, tu te dis non, c'est pas possible que ce soit une erreur, parce que moi je serais pas capable de faire la même chose. Oui, après, on va plus loin. Je veux dire, restons dans le cadre purement sentimental, couple. Si tu es en couple et que supposons que tu sois, voilà, vous les dames, si vous recevez le message d'un autre homme et qui vous invite dans un restaurant, si vous partez, on est d'accord que ce n'est pas une erreur là, à ce moment-là, c'est un choix. Et vous avez fait le choix d'y aller. Donc, quelque part, il y a une forme de responsabilité. C'est vraiment un choix parce que les actions énumèrent de quelques provenances. D'accord. 4 étapes. La première étape, on a la programmation mentale. La programmation mentale qui conduit aux pensées qui conduit aux sentiments aux actions, à l'action, au résultat. Donc, une femme ou un homme, avant de poser un acte, il a déjà réfléchi. Il a d'abord pensé. Voici pourquoi pour moi la tromperie c'est un choix, c'est pas une erreur, c'est faux. Tu as pensé, tu as prémédité et tu as accompli. Voilà la question que j'ai envie de te poser, Daryl. Est-ce que toi tu peux pardonner? Parce que toi tu es dans ton Jamais. monde. Hein. Tu es dans ton monde. Et du coup, est-ce que toi tu peux pardonner? Je ne peux jamais pardonner la tromperie d'une femme. Pourquoi? Jamais. Pourquoi? La tromperie d'une fille ou une tromperie amicale aussi? Est-ce que voilà, tu as tromperie amicale, ça dépend. De quoi? Ça dépend, par exemple. Si par exemple, tu m'as trompé avec ma copine ou tu as livré l'un de mes secrets, je ne peux plus jamais avoir confiance en toi en fait. Je ne peux même pas te pardonner. D'accord. La tromperie sentimentale, ma copine partie me tromper avec un autre homme, je ne peux pas pardonner cela jamais. Et pourquoi elle devrait te pardonner? Qui accepter que elle puisse. Pourquoi je dis que je ne peux pas tromper? Si vous regardez même dans le cadre religieux. Laissons le cadre religieux. Laissons le cadre religieux. Mais parce que même dans la Bible, on voit comment quand une femme trompe son mari, on lapidait cette dernière. Nous parlons du monde actuel dans lequel nous sommes, parlons des faits de société qui nous observent, parlons de 2025. Le corps d'une femme est sacré. Le corps d'une femme est réservé pour un seul homme. Et celui de l'homme? Et celui de l'homme pour plusieurs femmes. Ah, wow. Bon, ça c'est un autre fait. Donc du coup, moi je vais rester sur le fait que toi, tu ne pardonnes pas la tromperie, qu'elle soit amicale ou sentimentale. Jamais. Tu ne pardonnes pas. Je ne pardonne pas parce qu'elle a pensé, elle a eu des sentiments, elle a mené des actions qui ont mené des résultats. Mais c'est le même processus aussi pour vous les hommes, je ne comprends pas. Non, parce que lui, il a dit au départ que lui, il est dans la posture de l'homme. Mais donc, justement, je voulais... Mais rassure-toi, tous les hommes ne pensent pas comme toi, Daryl. Je tiens à te rassurer. Peut-être que dans le combat, tu es un peu seul, mais peut-être qu'il y en a qui vont te rejoindre. Les hommes, comme elle parlait, ma soeur parlait aujourd'hui de
la capacité, vous m'avez posé la question de savoir si est-ce que j'ai les finances comme Salomon. Il faut savoir aussi une chose. La femme d'un côté, elle peut pardonner la tromperie ou l'infidélité d'un homme riche, mais pas l'infidélité d'un homme pauvre. Ah mais non, bon, mais ça, non, c'est pas vrai. C'est un autre débat. Non, je vous dis la vérité. Si tu as l'argent, même si tu as trompé une femme, elle va rester là bien. Mais Daryl, moi j'ai envie de revenir. Tu dis que tu ne peux pas tromper et tu ne peux pas pardonner une femme qui te trompe. Mais toi, tu voudrais bien qu'une femme que tu as trompée te pardonne. Oui. C'est ça. Oui. Wow. Elle me pardonne. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire que nous sommes formés de manière différente? Est-ce que ça veut dire que des sentiments que toi tu disposes, la femme ne les dispose? Elle n'en a pas. Est-ce que ça veut dire que le cœur que tu as, la femme ne l'a pas? La femme est un plus grand que la femme est un plus grand. On a l'impression, on a l'impression que c'est à cause de ça que certaines, on va dire quoi, choses grandissent un peu dans la société. On dit la femme a le cœur de supporter. C'est à cause de ça que certaines femmes meurent dans des foyers parce qu'on va lui dire tu as le cœur pour supporter. Supporte il l'a fait, supporte il l'a fait. Alors que non, on a les mêmes émotions, on a le même cœur, on a la même vision. Donc on va pas rester là et dire ok trompe-moi et puis moi je vais rester là. Ouais, bah et puis les femmes, elles supportent. Tout à l'heure, tu parlais de finances. D'accord. Il y a des femmes en ce moment qui sont en couple avec des étudiants, qui supportent très bien, qui ne trompent pas, qui sont fidèles. Donc ce n'est pas question d'argent. Il y a des femmes qu'on appelle les femmes B2J, donc les femmes belles, indépendantes et intelligentes, qui n'ont pas forcément besoin de... Et qui pardonnent même des infidélités des étudiants. Hein. C'est-à-dire qu'elle est en couple avec un étudiant qui n'a pas d'argent, mais elle pardonne comme des infidélités. Laïka, tu es très investie, c'est du vécu. Elle est personnelle. En fait, c'est la nature de l'homme. Je ne sais pas comment expliquer cela. Non, en fait, regarde, le problème, c'est comme elle a dit. Je ne comprends pas pourquoi, Daryl, tu normalises. C'est ça, en fait, le problème. Tu normalises la chose alors que ce n'est pas quelque chose à normaliser. Je suis désolée, on ne peut pas être en 2025 et on va penser comme des personnes en l'an 200 ou en l'an, je ne sais pas. Je suis désolée et ça fait vraiment peur. Et si vous êtes en couple, j'ai vraiment peur de votre campagne parce que je ne sais pas comment moi, la question que j'ai envie de poser, Esther, je reste avec toi avant de laisser Laïka rebondir. Tout à l'heure, quand Daryl parlait, et je pense qu'effectivement que Daryl, c'est son point de vue, on respecte, mais effectivement, ce que dans ton point de vue, tu as l'impression de normaliser quelque chose qui ne l'est pas. Parce que ça va dans les deux sens. Quand on parle de parité, elle a dit, la femme, elle a un cœur, vous avez le même cœur. Ce qui circule dans les veines de la femme, c'est du sang et ça a la même couleur que ton sang qui circule dans les veines. Nous sommes des êtres avec des mêmes émotions. Et je pense que quand on parle de tromperie, aussi bien dans la famille, dans les relations amicales que dans les relations sentimentales, il faudrait effectivement, à un moment donné, avoir cette notion de se dire ce qui peut me faire mal peut faire mal à l'autre et ce qui peut faire mal à l'autre peut me faire mal. Donc c'est une notion de partage d'émotions et de comment on se met ensemble pour éviter. D'ailleurs, la vie en couple ou le mariage, beaucoup voient ça comme étant un contrat. Ce n'est pas un contrat, c'est une alliance. C'est l'alliance de deux personnes et quand on parle d'alliance, c'est justement en lien avec tout ce qui est respect, communication, amitié, amicalité, tout ça c'est en lien avec le couple. Esther, je sais que Daryl, tu as envie de rebondir, tu auras l'occasion, t'inquiète pas. Esther, moi là où j'ai envie de souligner un point, tu me diras un petit peu ce que tu en penses, parce que dans l'argumentaire de Laïka et de Daryl, il y a une notion qui est sortie, c'est la notion de confiance. Est-ce que c'est ce qui rythme justement une relation aussi bien familiale, amicale? Et lorsqu'on est victime de tromperie ou de mensonges, comment justement on arrive à réorganiser ou à reconstruire la confiance? Est-ce que c'est quelque chose réellement qu'on arrive même à faire, à reconstruire la confiance? Lorsqu'on se sent trompé, lorsqu'on sait qu'en face de nous, on nous a menti, pour avoir confiance encore en cette personne, c'est vraiment compliqué. C'est-à-dire qu'on ne va pas directement émettre un barrage, mais on va maintenant aller avec plus de tact avec la personne. C'est-à-dire qu'un ami, il m'a trompé, un ami, par exemple, m'a dit de mensonges ou il allait raconter quelque chose sur moi. Je serai maintenant très réticente vis-à-vis de l'ami en question. D'accord. Je ne me verrai plus parler des choses importantes à cet ami-là ou à cette personne. On va maintenant se limiter dans la mesure de la courtoisie. Mais ceux qui arrivent à pardonner, selon toi, ils se basent sur quoi? Pardonner une tromperie amicale, par exemple, ta copine qui a divulgué tes secrets? On pardonne, mais on n'oublie pas. D'accord. On pardonne, mais on n'oublie pas. Mais est-ce que c'est pas une hypocrisie du coup? Pourquoi faire croire à la personne que je t'ai pardonné alors que ce n'est pas réellement le cas? Non, mais je t'ai pardonné, mais il ne faut pas penser que je vais reprendre mon téléphone pour te raconter ma vie pendant 3 heures de temps. D'accord. Non, même dans les relations sentimentales, il y a des personnes qui font des coups bas à d'autres, mais
quand la confiance est brisée, la confiance, elle est brisée. Lorsqu'on prend même la tasse, par exemple, une tasse. Si par exemple on prend une tasse, on dépose une tasse, la tasse se casse. Même si on récolte les morceaux, la tasse ne pourra plus jamais contenir de l'eau. Ouais, tu mets derrière, il y a des fuites. C'est pas la même chose. Bon, d'accord. Non, je pense, pour moi, je suis pas totalement d'accord avec ça parce que... Avec la tasse? Non, justement avec les d'accord. Je ne la suis tasse, pas en c'était train un exemple un peu Oui, non, mais c'était justement, voilà, je restais dans la métaphore. Je suis pas en train de consonner ou bien même de supporter son idée parce que ce que je vais dire va paraître un peu contradictoire, mais pour moi, je me dis, ceux qui emmènent une personne à tromper parce que, bon, que ce soit... La famille, c'est un peu plus complexe, mais je veux parler du cadre amoureux et de l'amitié et tout. D'accord. Quand tu arrives à pardonner, c'est parce qu'il y a une certaine vision. C'est-à-dire tu as établi certaines choses avec la personne, tu t'es vu aller loin avec la personne, vous avez des projets. Il y a tellement de bases à l'intérieur que tu te dis que bon, s'il a fait, je peux pardonner cette fois-ci et on essaie de voir où ça va aller. Oui, mais justement, tu parles de contre-cœur. Oui, mais est-ce que tu n'installes pas une psychose? Oui, c'est vrai que maintenant, ce qui va suivre, c'est qu'après, il y aura quand même des doutes parce que si elle te dit qu'elle va au sport, tu vas douter un peu. Si elle te dit qu'elle répond à un message, tu vas, elle se met dans son coin, tu vas penser que c'est ça. Mais je me dis que la force de pardonner vient peut-être de là, de ce que nous avons bâti ensemble, de ce que nous projetons de faire ensemble. Ce que je dis, c'est-à-dire que tu vas pardonner, mais la confiance que tu avais comme au début ne sera pas là. Peut-être travailler à avoir à nouveau cette confiance, mais sur le du quota comme ça, la confiance. Sur le coup, non, c'est tout un processus. Voilà, c'est un processus, c'est au fur et à mesure. Par exemple, les actes que la personne va te poser pour te pousser en fait à retrouver cette confiance-là. Parce qu'il y a des personnes, par exemple, qui fautent, mais et après qui reviennent en elles et qui se disent bon, j'ai fait ça, je vais me remettre en question et on va aller sur de nouvelles bases. Là, par exemple, sur ce point, on peut essayer de reconstruire la confiance et voir si on aura toujours cette même confiance, mais il y aura toujours justement le doute de se dire que bon, là, la psychose. Voilà en fait. Moi, la question que j'ai envie de te poser, Daryl, c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé évidemment de tromperie et tout ça, mais qu'est-ce qui peut pousser? C'est vrai, toi, tu es dans ton ADN, gène et tout ça, d'accord. Mais je veux dire, à partir du moment où tu sais que la personne avec qui tu es, en termes de projection, si c'est, on va dire, c'est en termes de pourcentage à 0%, tu ne te projettes pas avec la personne, tu as des envies potentiellement d'expérimenter autre chose avec une autre personne, pourquoi ne pas être direct et vrai avec la personne avec qui tu es en disant, écoute, mieux on stoppe là, on arrête là, je commence avec une autre personne. Pourquoi les gens ont tendance à vouloir garder tout le monde dans ce cercle vicieux alors qu'on peut rompre en disant « écoute, je ne veux plus, je me sens bien avec la personne ». Pourquoi on a tendance à rester dans le mensonge? Bon, moi je parle au cas de l'homme. L'homme, c'est un être humain qui aime un peu le contrôle en fait. D'accord. Tant qu'il a plusieurs personnes sous son contrôle, il se sent un peu puissant. C'est pas tous les hommes, mais certains. Non, je n'ai pas dit tous les hommes, je généralise en fait. Non, mais justement, il ne faut pas généraliser. Parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas ce problème-là, qui sont tranquilles. En fait, c'est comme j'étais en train de dire. Par exemple, moi, je suis avec ma copine. J'ai des projets avec elle. Je l'aime, je suis même amoureux d'elle. Oui. Mais il y aura toujours ce... Non, mais justement, c'est ce mais-là. Pourquoi ce mais intervient? Et si ce mais intervient, pourquoi ne pas... parce que je trouve que ça, bon, tu me diras, je trouve que c'est un peu méchant parfois de la part, aussi bien de la femme que de l'homme, hein, ça va dans les deux sens, de dire ok, je t'aime, mais je préfère quelqu'un d'autre. Je trouve ça assez égoïste. Est-ce que l'idée, c'est pas simplement de dire à la personne, je ne me sens plus bien avec toi, je préfère aller ailleurs, que de justement manifester l'envie d'être avec quelqu'un d'autre et en même temps d'être avec la personne? L'homme, c'est un être. Laisse l'homme. Je te parle de toi, Daryl. Je suppose qu'il ne peut pas bien. Il ne peut pas. Non, parce que, en fait, Daryl, lui, il est dans sa posture de... Bon, il a besoin de... C'est parce que quand les hommes s'en vont tromper, les hommes comme Daryl, quand ils s'en vont tromper, ils ont un slogan, l'homme trompe avec la tête alors que la femme trompe avec le cœur. C'est ce qu'ils se disent souvent. Donc, ils n'ont pas cette masculinité-là. Ils se disent qu'il peut faire tout ce qu'il peut faire. La femme va rester là. Ouais. Tant qu'elle est là, je peux faire tout ce que je... Parce que j'y vais avec ma tête, je ne vais pas avec mon cœur. Donc, mon cœur restait à la maison. Je vais avec ma tête. Donc, je peux faire tout ce que je... C'est ça. Je ne saurais bien l'expliquer. Je ne sais pas. Mais tu sais juste que lui, quand il... Mais en fait, tu sais le problème... En fait, bon,
Daryl, cette émission, elle est regardée. Elle restera sur la télé, sur le site. Des années. Pendant des années, on le verra. Mais j'espère que tu le fais juste parce que tu es dans une conscience et que peut-être quand tu vas te rendre compte de beaucoup de choses, tu sauras qu'effectivement, ce que tu es en train de dire, ça peut peut-être sortir de l'ordinaire. Mais comme on le dit, c'est ton point de vue, on le respecte. Il y a potentiellement des gens qui pensent comme toi. Ce sont des points de vue et on respecte. Tu sais que la majorité des hommes pensent mal. Que certains, parce que tous les hommes ne pensent pas comme ça. C'est dommage que les hommes pensent comme ça. Tous les hommes ne pensent pas comme ça. Esther, on arrive à la fin de cette première partie de l'émission, ça allait très vite. Je vais te laisser le soin de conclure cette première partie. Quel peut être aujourd'hui le rôle des parents dans la situation que nous traversons si jamais on a été victime d'une tromperie? Est-ce que les parents ont potentiellement un rôle à jouer? En quelques mots avant de clore cette première partie d'émission. Par exemple, je vais me confier chez une personne que j'ai des doutes que mon partenaire, par exemple, me trompe et tout. Enfin, le premier aspect qu'on va te dire, c'est que est-ce que tu as fouillé le téléphone? Est-ce que tu as des preuves? Est-ce que tu as des preuves de ce que tu avances? Dès lors que tu n'as pas de preuves, je ne dis pas que genre il faut passer outre, mais il faut d'abord avoir les preuves avant d'accuser son partenaire ou sa partenaire de tromperie. Donc voilà, on marque une courte pause et ça tombe bien, la transition est toute faite. On parlera justement de comment se relever après un échec. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie de l'émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie de l'émission. Juste avant la pause, je vous l'annonçais, pour cette fin d'émission, nous allons parler de l'échec. Comment se relever justement de l'échec? Daryl, la question, je te la pose. Déjà, quelle définition tu donnerais à l'échec et comment justement se relever de l'échec selon toi? Bon, la définition que je pourrais donner à l'échec, c'est que l'échec, c'est un non-accomplissement d'un projet peut-être qu'on s'était donné. Et comment se relever d'un échec? C'est de ne jamais abandonner. D'accord. Par exemple, je vais illustrer mes propos avec, je vais prendre l'exemple du plus grand inventeur du monde, qui est Thomas Edison, qui a inventé l'ampoule incandescente. Thomas Edison, avant d'inventer l'ampoule incandescente, il a échoué 1000 fois avant de créer l'ampoule. Et qu'est-ce qu'il nous dira à la fin? Il nous dira à la fin que je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai juste trouvé 1000 autres façons de faire. Donc, se relever d'un échec, c'est d'abord de prendre l'échec comme un professeur. Parce que l'échec te montre que la voie que tu as eu empruntée ou la méthode que tu as eu à utiliser n'est pas la bonne. Prends ce chemin-ci et après ça ira. Il faut ce que je vais dire. Esther, est-ce qu'aujourd'hui, merci pour la définition, très belle définition au passage Daryl, est-ce qu'aujourd'hui il faut voir l'échec, est-ce que l'échec enseigne mieux que la réussite? Pour moi, l'échec je ne veux pas dire enseigne mieux, mais l'échec enseigne pour réussir. D'accord. Je ne vais pas dire que ça enseigne mieux que la réussite parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut réussir sans passer par l'échec. Sans passer par l'échec. Oui, l'échec, c'est l'épreuve. Oui, quand je dis que est-ce que ça enseigne mieux, parce que généralement, quand on va dans des conférences et tout ça, désolé de t'interrompre, mais c'est pour aller dans le même sens que toi, il y a des gens, généralement les conférenciers ou les entrepreneurs qui nous disent, en fait, on a l'impression qu'on nous vante beaucoup plus la réussite et très peu l'échec. Beaucoup ne nous disent pas comment ils ont fait pour se relever de l'échec. On nous vend juste la situation actuelle où on a déjà réussi, où on est chef d'entreprise, mais on ne nous vend pas l'échec. On ne nous dit pas l'impact de l'échec dans la réussite et dans le cheminement. Oui, c'est pas faux. C'est vrai qu'actuellement, les gens mettent plus en avant leur réussite, mais ne disent pas le derrière de la réussite. C'est un peu dans l'entrepreneuriat, autant pour moi. Il y a des personnes, ils mettent juste en avant que j'ai réussi, voilà. Ils donnent même les codes, ils créent les livres et voilà. Mais ils ne disent pas, par exemple, qu'avant de réussir, par exemple, dans le domaine du commerce, j'ai eu à perdre peut-être des centaines de mille. Et voici comment je me suis relevé. Et voilà comment j'ai pris cet échec-là pour repartir de plus belle et voilà où ça m'a emmené. L'échec, pour moi, c'est une épreuve qui nous emmène à la réussite. Super, l'épreuve qui nous emmène à la réussite. Laïka, quel est ton rapport avec l'échec du coup? À l'image de Daryl et Esther, ça reste un leitmotiv du carburant pour mieux
pour mieux se relever. Et comment concrètement se relève? Parce que tout à l'heure on a dit on n'abandonne pas, oui, mais on n'abandonne pas comment? Est-ce qu'on reproduit la même chose à l'image de ce que Daryl a dit, ou bien, comme il a dit, on cherche un autre raccourci? Bon, déjà, je pense qu'ils ont dit, on va dire quoi, l'essentiel, parce que l'échec, c'est un moteur déjà. Et avant de reprendre, pour rebondir sur ce qu'elle a dit, pourquoi est-ce qu'on prône plus la réussite que l'échec? Parce que l'échec, ça se passe dans le noir. C'est ce qui se passe derrière. Personne ne voit comment tu échoues, mais tout le monde voit comment tu réussis. Mais on a besoin de l'obscurité pour apprécier la lumière, voilà. On est d'accord. Mais justement, l'échec, pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est vraiment comme Sarkozy a dit qu'on n'apprend rien de son succès, mais on apprend de ses échecs. Il faut tomber plusieurs fois pour se relever. Et pour moi, pour se relever de ces échecs, il faut réinitialiser le cerveau. Justement, Laïka, tu parlais de reprogrammation mentale. C'est vrai, on parle de neurosciences, mais quand tu parles de reprogrammation mentale par rapport à l'échec, c'est quoi exactement? Pour moi, c'est amener ton cerveau, le conditionner à voir l'échec comme étant un atout et non comme étant quelque chose qui n'est pas bien, qui va t'emmener nulle part. Donc, il faut amener ton cerveau à comprendre que ce n'est rien, que si tu as échoué, demain tu peux réussir et que tu peux même trouver une meilleure façon de réussir, de bien faire ce que tu n'as pas réussi à faire aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est ça. L'échec, c'est pas quelque chose de fatal. C'est plutôt un moteur qui te booste à aller vers l'avant parce que des grandes personnes ont échoué, des personnalités ont échoué, mais aujourd'hui, ils ont réussi à faire quelque chose de leur vie. Donc, l'échec pour moi, c'est quelque chose de bien même pour avancer. D'accord. Exactement, je vais rebondir sur ce que ma sœur Laïka est en train de dire, la reprogrammation mentale. Je vais inviter les parents, je vous espère qu'il y a beaucoup de parents qui vont nous regarder. C'est le cas. Les parents aussi doivent aussi reprogrammer aussi les enfants, parce que la base d'abord sont d'abord les parents et le système aussi éducatif. Parce que le système éducatif aussi engendre beaucoup de choses aujourd'hui. Par exemple, dans le système éducatif, je prends le cas en mathématiques, où on t'apprend que l'erreur est très grave. Vous voyez un peu. Ouais. Donc, le système éducatif aussi doit aussi emmener à ce que les élèves aussi voient l'échec non pas comme une fatalité, mais comme un excellent professeur. Car Mandela, feu Mandela, personne qui déclare « Je ne perds jamais ». Soit j'échoue. Soit je gagne, soit j'apprends. Vous voyez un peu, Mandela a échoué. Nicolas Sarkozy, avant de devenir président de la République, il a beaucoup échoué. Raison pour laquelle en 2007, lorsqu'il succéda à Jacques Chirac, il dit quoi? J'ai beaucoup appris de mes échecs et non de mes succès. Il dit, mes succès, je les ai complètement oubliés, mais mes échecs, je les garde toujours avec moi. Parce que l'échec, c'est un excellent professeur. Thomas Edison encore, s'il avait abandonné, est-ce qu'aujourd'hui on devait être éclairé? Non, on n'allait pas être éclairé. Bah, tout le monde, je pense qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, pour ceux qui ont des téléphones, Steve Jobs, on ne va pas citer la marque, mais on sait que derrière, il y a eu beaucoup de... On ne va pas se mettre à faire, parce que franchement, on a des exemples. Mais pour revenir sur la famille, je pense aussi, joue un rôle important. Quand tu as ton enfant qui échoue, la famille, je pense que la famille doit être là. Si tu n'as pas un entourage qui est propice, ça ne peut pas aller. Il faut des parents, les parents ne pas encourager. Par exemple, un enfant revient de l'école, il n'a pas eu de la moyenne pour le trimestre. Au lieu d'encourager l'enfant, tu vas dire à l'enfant, ah non, pourquoi tu ne suis pas les autres, pourquoi tu n'es pas comme les autres, pourquoi pas l'encourager à avoir les mauvaises notes, mais l'encourager dans le sens de dire, voilà, reprends courage, réétudie, essaie de te concentrer, ça va aller, c'est rien, tu peux rattraper. Est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles les parents sont généralement les dernières personnes à être au courant de ce que les enfants vivent? Parce qu'on a l'impression que quand on a envie de se confier aux parents, voilà, il y a le jugement, il n'y a pas forcément l'aide, mais il y a le jugement. Oui, c'est l'une des raisons, les parents sont plus... J'ai l'impression que les parents veulent une certaine perfection de leurs enfants, c'est-à-dire se dire non, mon enfant doit être au-dessus, mais ils n'essayent pas de voir derrière quel est le travail à faire, quelle est la leçon que l'enfant a retenue par rapport à son échec, comment est-ce qu'il va avancer, comment est-ce qu'il va affronter la vie. Mais non, eux, ils sont dans le jugement, dans la précipitation, dans la perfection aussi, parce qu'ils se disent oui, il faut être parfait, mais après... Sans couper pour aller dans le même sens que qu'elle. Voilà. En fait, c'est parce que je pense que nos parents, à leur époque, ou bien genre quand ils avaient notre âge, pour certains parents, par exemple, qui ont vécu des échecs, ils n'ont pas forcément envie que leur enfant puisse reproduire les mêmes erreurs. Donc, lorsqu'ils se rendent compte que l'enfant, par exemple, a fauté, ou moi aussi j'avais fauté, du coup, ils se braquent sur le coup, et au lieu d'emmener l'enfant à se relever, par exemple, eux, ils emmènent l'enfant
à plus sombrer, alors que c'est pas ce qui doit être fait. Moi, je veux prendre un exemple pour moi. C'est vrai qu'on a des exemples vraiment, papa, mais je pense que nous tous ici, on a vécu l'échec et on a pu se relever. Moi, je veux prendre mon exemple. Moi, j'ai eu à passer le bac 2 fois. Ok. Qu'est-ce que tu n'avais pas compris la première fois? La première fois, j'ai raté mon bac. Si je vous dis que j'ai raté mon bac, mais j'avais les moyennes tous les trimestres. C'est-à-dire que tout le monde était choqué que moi, je puisse avoir raté le bac. Donc, on m'a demandé de faire un recours, mais ma mère, elle a dit non, qu'elle va recommencer. Je suis tombée. J'ai fait la dépression justement à cause de ça. Mais après, je me suis dit, j'ai échoué, pas parce que j'étais bête, mais je ne sais pas pourquoi j'ai échoué, parce que je ne peux pas expliquer, mais de cet échec, plus d'échecs j'aurai. Qu'est-ce que j'ai fait? Si je vous dis de ma deuxième année de bac jusqu'à présent, je n'ai plus jamais redoublé de classe, j'ai plus jamais eu de saut moyenne et j'ai toujours tout fait pour être excellente et être un modèle pour ceux qui sont derrière moi. Ce qui fait en sorte que c'est quelque chose qui m'a boosté. Et jusqu'à présent, en fait, je me dis, peu importe l'échec que je peux avoir, je ne peux jamais rester en bas, en fait. Il faut que je me relève. Et j'ai eu le soutien de ma famille derrière. Parce que ça, c'est aussi important. Parce que lorsque tu es dans une famille où on te diminue au lieu de te lever, ça aussi, c'est un problème. Et moi, ma famille, elle m'a boosté dans la mesure où tu as échoué, c'est pas grave, la vie, c'est devant. Est-ce que le plus dur, avant de donner la parole à Daryl, je reste avec toi, Esther, est-ce que le plus dur, c'est pas la projection qu'on a de tout reprendre à zéro? Parce que généralement, quand on échoue, supposons on reste dans un cadre purement académique et éducatif, on échoue au bac, pour rester avec ton exemple. Est-ce que le plus dur, c'est pas de se dire, je veux reprendre 9 mois à refaire les mêmes choses? Le plus dur, c'est ça. Et aussi, il y a le regard des personnes. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un établissement, il y a des personnes, par exemple, qui te regardaient en secret, qui se disaient que, bon, elle est on va dire, elle est intelligente et tout le reste. Il y a le corps professoral qui te connaît, qui connaît en fait ton niveau. Mais lorsque tu te dis que je vais repartir les moqueries des personnes qui seront derrière, en fait, je vais être dans la même classe que les personnes qui m'appelaient la grande et tout le reste. Mais justement, comme elle a dit, c'est le mental. Lorsque ton mental, il est forgé, tu dis à ton mental que je m'en fous des moqueries, je vais pour un but. Et tu atteins ton but. Moi, aujourd'hui, ces mêmes personnes qui voulaient se moquer de moi, bah aujourd'hui, ils me respectent parce qu'ils se disent que waouh, comment elle a fait. Et genre, dans le même sens, je veux dire à ces personnes qui nous regardent aujourd'hui, par exemple, qui font face justement à des échecs scolaires, de ne pas baisser les bras. Et si l'entourage ne vous permet pas de vous relever, vous-même, relevez-vous en fait. Donnez à votre mental et exigez-le de suivre en fait pour avancer. Et merci coach Esther. Je pense non mais je te taquine, mais le message il est parfait, c'est exactement ça, parce que l'échec scolaire, on en parle, c'est un fléau. Il y a beaucoup aujourd'hui malheureusement qui sont victimes de ça, qui ont du mal à se concentrer. L'abandon scolaire aussi, c'est un fléau, et c'est bien justement de s'adresser à ces personnes-là en l'occurrence. C'est le thème de l'émission, c'est l'objectif de l'émission, c'est une jeunesse qui parle à une autre jeunesse, et ça c'est encore plus intéressant. Revenons un petit peu dans le cadre professionnel, mon cher Daryl, des stages, tu as expérimenté la notion de stage. Dans le milieu professionnel, comment on vit l'échec? Est-ce qu'on se relève de l'échec facilement en fonction des situations? Là, on est dans un cadre académique, elle a dû conditionner son cerveau, mais est-ce qu'on peut aussi le faire dans le cadre professionnel? Est-ce que c'est plus facile de se relever de l'échec dans le milieu professionnel que dans un milieu purement académique ou social? Bon, dans le milieu professionnel, on peut se relever d'un échec, mais je trouve qu'il est un peu plus compliqué. Pourquoi? Par exemple, je prends mon cas, par exemple, en génie civil. Une erreur de ma part peut coûter la vie de plusieurs personnes. Je suis d'accord. Et par exemple, en médecine aussi, c'est pareil. En médecine, oui. Ouais. Je prends mon cas parce que la médecine... Oui, non, mais c'est bon. Il n'y a pas de souci. Je prends mon cas en génie civil, par exemple. Ouais. Une erreur peut coûter la vie à plusieurs personnes. C'est-à-dire un mauvais bâtiment dimensionné, beaucoup de gens peuvent mourir. Se relever, ça va être un peu très difficile parce qu'il y aura cette culpabilité d'avoir commis une erreur qui a coûté la vie à beaucoup de personnes. Mais comme le disait si bien Laïka, le problème, ça va être au niveau de la programmation mentale, ça va être au niveau de ton mindset. Comment est-ce que ton mindset a été programmé? Oui, quand on dit
en fait, à ce niveau, il y a une conversation avec soi-même. Avec soi-même. Voilà, une conversation introspective. Ouais. Et aussi, dans le milieu professionnel aussi, ça va, comme aussi ma soeur ici présente aussi bien dit, aussi l'entourage aussi. Ça va aussi dépendre aussi de tes collègues autour. Comment est-ce que tes collègues vont te juger surtout? Est-ce qu'ils vont dire, ah, c'est pas grave, tu as fait une erreur, ça peut arriver à tout le monde, tu vas te rattraper? Ou est-ce que, non, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Donc, il y a tout cet aspect-là. Mais moi, je pense que la base, d'abord, c'est d'abord intérieurement d'abord. Avant d'aller au travail, il faut se dire, bon, toute situation peut arriver. C'est-à-dire il faut mettre toutes les éventualités de son côté pour être prêt à tout. Parce qu'il y a des inconvénients, il y a on va dire des inattendus, ça peut arriver. Hein. Mais moi, je me dis que oui, on peut se relever, il faut juste avoir la capacité à conditionner son cerveau, capacité à communication, la communication introspective. Ouais. Voilà. En parlant de communication introspective, Laïka, est-ce que aussi derrière, il faut aller consulter quand on sort de l'échec? Est-ce qu'il faut aller voir un psychologue? Ou généralement, on a tendance à transformer la sœur du quartier ou la cousine ou maman à la psychologue. Est-ce qu'en d'autres termes, il faut aller consulter? Est-ce qu'il faut extérioriser tout ce qu'on emmagasine? Oui, il fallait consulter, mais en Afrique, c'est quelque chose qui est un peu difficile. Ouais. On va dire, c'est tabou. Est-ce que c'est tabou ou bien c'est la confusion? Parce que je pense qu'on confond le psychiatre avec le psychologue. Je pense que c'est là la confusion, parce que le psychologue, c'est quelqu'un qui met des mots sur tes mots, donc des mots sur tes difficultés. Mais le psychiatre, c'est autre chose. Oui, c'est vrai, mais j'ai l'impression que tout ça, c'est un peu compliqué. D'accord, parce que non seulement il y a le manque de savoir, voilà, il y a le manque de connaissances, on ne sait pas exactement où aller. Et puis quand tu vas commencer à dire, non, voilà, je me sens pas bien, il faut que j'aille consulter un psychologue, on va te regarder comme ça, genre, tu es fou. Est-ce que tu es sérieux? Qu'est-ce que tu as? Ou bien on va te dire, tu es un blanc. Genre, tu es un blanc, est-ce que tu es seul dans ta tête? Exactement. Et puis de toutes les façons, tout le monde traverse ce genre de situation, ça va aller. Bof, on a tendance à banaliser, la santé mentale. Oui, et ça tue beaucoup, hein, surtout le mental. Quand le mental il ne va pas bien, tout ton corps est affaibli, on néglige clairement. Ça. Bah oui, mais la preuve déjà, il y a même des organes qui sont liés à ton ressenti. C'est-à-dire que quand tu es hyper stressé, bah, c'est le foie qui peut avoir un souci et tout ça. Donc c'est pourquoi généralement on parle du cortisol. Donc quand il y a trop de stress, bah, des organes ont des petits soucis aussi au niveau de la santé. Dans le milieu professionnel, dans chaque milieu professionnel, il doit y avoir un psychologue aussi à côté. Exactement. Moi, même dans les écoles, hein, dans les établissements, conseillers d'orientation. Mais un psychologue aussi. Je crois qu'on avait déjà commencé avec le service social. Par exemple, moi j'étais au CS, dans mon CS, il y avait un système de psychologie. Elle parlait du service social. Le service social, voilà, ce que je voulais dire, service social. Mais moi je pense quand même que dans le cadre professionnel, comme il a dit, parce que là, comme il a expliqué, là ça dépend des vies, ou bien comme la santé, comme vous avez mentionné ici, là, il faut consulter. C'est vrai que dans le cadre académique, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont très faibles mentalement, mais vraiment dans son cas-là, il faut consulter. Parce qu'après... Non, pas dans le cas de Dari. Non, dans l'exemple. D'accord. Il faut aller consulter parce qu'il y a des nuits qui vont être très très chaudes. Oui. Tu as fait des cauchemars par rapport à ça parce que tu te dis des vies, ils avaient des familles et tout. Et à un moment, toi-même, tu peux délirer et c'est vraiment important. Mais est-ce que du coup, on fait une grosse erreur, enfin grosse, une façon de parler, c'est de l'hyperbole. Mais je veux dire, est-ce qu'on fait une grosse erreur quand on veut confier nos problèmes à la sœur ou à l'ami, elle a parlé de sa bestie, parce que c'est vrai que l'ami, ça peut être une oreille attentive, mais est-ce que l'ami arrive parfois à identifier le problème et à apporter les mots qu'il faut? Je pense que c'est une erreur d'une part. D'accord. Parce que pour moi, la véritable personne qui peut te sauver, c'est toi-même d'abord. Okay. C'est toi-même, comme j'ai parlé, il faut réinitialiser ton cerveau. C'est toi-même, tu as une conversation avec toi-même d'abord. Et par la suite, tu peux aller voir une amie, tu peux aller voir maman, tu peux aller voir ton amoureux, tu peux aller voir quelqu'un pour te confier, essayer d'expliquer ce qui ne va pas. Mais franchement, le vrai problème, on dit souvent que quand tu connais que tu as un problème, c'est le début de la solution. Ouais. Donc, tu commences par toi-même et quand c'est un peu clair dans ta tête, tu verras que tout ce qu'on va t'apporter après comme idée, comme conseil, ça va passer facilement parce que toi-même, tu avais déjà commencé le travail avec toi-même. Donc, si tu as un problème, tu as un échec et puis tu vois que ça ne va pas, prends la personne qui est plus intime à toi, confie-toi, même s'il y a des gens qui utilisent ça après, il y a des amis qui utilisent ça après pour dire ah non, aujourd'hui tu dis tu vas faire ça alors que tu n'as même pas réussi à faire ça, donc on ne vient pas. Et ça tue même encore plus la personne que l'échec en elle-même. D'accord. Le reconditionnement du cerveau, c'est vrai qu'on a versé dans la neuroscience aujourd'hui les amis, mais c'est bien parce que c'est en lien direct avec l'échec et surtout la thématique comment se relever de l'échec si on arrive à conditionner
reconditionner son cerveau, effectivement, on peut gravir des échelons. Esther, avant de laisser notre ami Daryl revenir sur un point en l'occurrence, moi je veux revenir un petit peu sur l'exercice que tu as eu à faire. Elle a parlé de conditionner, c'est d'ailleurs ce que tu as fait, le message que tu as adressé justement à cette jeunesse-là, de reconditionner son cerveau, d'être en phase avec son cerveau. Moi, ce que j'ai envie de savoir, est-ce que tu l'as fait d'abord pour toi ou tu l'as fait d'abord pour les parents qui ont besoin justement d'être fiers? Est-ce que tu l'as fait aussi dans une certaine façon de présenter tes excuses à ta famille pour avoir échoué au bac la première fois, sachant tous les résultats que tu emmenais, des bulletins qui étaient toujours nickel comme on dit. Est-ce que tu l'as fait vraiment pour toi ou bien c'était pour les parents d'abord? Et aujourd'hui, le fait que tu n'as plus jamais connu la sensation que ça fait d'acheter 2 fois le même livre, en gros de redoubler une classe, est-ce que ça aussi c'est une victoire quelque part pour toi? Dans un premier temps, je l'ai fait pour moi-même parce que c'était comme une certaine vengeance sur moi-même. D'accord. Et sur la vie aussi. Voilà, et sur la vie, dans la mesure où la vie, tu m'as donné un coup, mais moi, je vais revenir plus forte que jamais. Et dans un deuxième temps, justement pour ma famille, pour qu'ils soient à nouveau fiers et surtout pour montrer l'exemple à mes petits frères. Ah oui, parce que ça c'est une autre pression aussi quelque part. Voilà, parce que n'oublions pas qu'elle se fait appeler la tata riche de ses neveux. Donc, et surtout en étant, on va dire, l'aîné des petits enfants qui sont derrière. Donc je me dois de montrer un certain exemple. Donc si mes petits frères m'ont vu au plus bas et ils se disent que si elle a pu, c'est que si moi j'échoue, c'est que je peux aussi me relever. Mais l'objectif, ce n'est pas d'échouer, mais c'est de réussir. Mais se dire qu'on peut échouer dans la vie, mais on ne doit pas rester au plus bas. Donc pour moi-même, c'était une vengeance sur la vie parce que je me suis dit, si je refais cette classe, 9 mois encore, au grand jamais, je ne peux sortir 3e de la classe. Et je ne suis jamais sortie 3e de la classe. Bravo. Durant cette deuxième année de bac. Je suis arrivée ici au Sénégal, ça fait 5 ans, j'ai mes stages, j'ai tout le reste. Et genre, c'est une vengeance personnelle et je me dis, je suis arrivée. Bon, je ne suis pas encore arrivée à la vision que j'ai pour moi, mais je suis dans le process bon. Et le processus, il est bon. Donc, premièrement, lorsqu'on a un échec et qu'on se relève, on ne fait pas ça d'abord pour les personnes qui sont autour, on le fait d'abord pour nous-mêmes. Parce qu'on a besoin de se venger sur la vie pour dire que tu m'as donné un coup, mais je vais te redonner pire que ce que tu m'as donné, mais en vrai, en mieux, je veux dire. Donc du coup, voilà quoi. Et ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Plus d'échecs. Daryl, moi je vais revenir dans le cadre professionnel, mais beaucoup plus dans le domaine de l'entrepreneuriat. Elle a souligné, Esther, dans son argumentaire au début, elle parlait de l'entrepreneuriat. Est-ce que tout ce qu'on est en train de dire, c'est plus facile pour un entrepreneur d'acquiescer? Parce que n'oublions pas qu'un entrepreneur, il y a de l'investissement. L'investissement, on va dire, spirituel, physique, financier aussi. Et sacrifice, exactement. Comment arriver à tenir un discours comme ça à quelqu'un qui a presque tout perdu, de dire tu peux encore recommencer? Est-ce que c'est comme je disais, est-ce qu'on arrive à se relever de l'échec en fonction de la situation? Parce que reconditionner son cerveau, sachant qu'on a investi, on a perdu, supposons 40 millions, ça reste un peu difficile, Daryl. Bon, moi, le conseil que je vais donner d'abord à un entrepreneur, c'est qu'à la base, d'abord, lorsqu'il veut se lancer, il doit s'attendre à tout. C'est-à-dire, il doit étudier toutes les éventualités. Et même l'échec. Et même l'échec. Parce que, on prend exemple, il y a le jour et la nuit. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toute chose. Même la Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 3, il y a un temps pour toute chose. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour pleurer, un temps pour rire. Donc l'entrepreneur, il doit savoir que le chemin que je vais prendre, c'est un chemin difficile. C'est-à-dire, il y aura des jours où il y aura le beau temps, il y aura des jours où il y aura de la pluie. Et lorsque tu es entrepreneur, vraiment, il faut vraiment s'attendre à tout. Il ne faut pas être sûr que ça va aller à 100%. Non. Prépare-toi à toute chose, reconditionne ton cerveau et ça ira. Mais est-ce que ça ne limite pas l'entrepreneur? Je veux dire, quelqu'un qui démarre, qui sait, je vais échouer, du coup il va se dire, si je dois investir 20, peut-être que je dois investir un peu 5 pour ne pas tout perdre. Est-ce que ça ne limite pas aussi les actions de l'entrepreneur? Non, je ne pense pas que ça limite. Bon, ça ne peut pas limiter. Bon, je vais prendre un exemple. Je sais que ça n'a rien à y voir avec l'entrepreneuriat, mais ça a à y voir avec les dépenses. Je vais prendre mon cas. Moi, j'ai eu mon bac en 2018 et je vais faire quelques années. Je vais faire 2 ans à l'UOB. Je vais décider d'aller au Cameroun. C'est-à-dire, je vais dépenser, essayer de louer tout
ça. Arrivé là-bas, je vais encore changer d'avis et je vais dire finalement non, j'ai envie de faire journaliste. C'est ce que je vais faire dès le départ et à l'UOB, je faisais communication. J'ai dit non, il faut que je change. J'arrive ici, je suis de passage en 3e année pour la L3 en communication. Quand j'arrive ici à Dakar, je vais à l'école et je dis non, je vais faire la L3 directement en journaliste. Ils me disent d'accord, tu vas faire la L3, mais attends après, je m'inscris. Mais après, l'école me rappelle, ils me disent on t'a inscrit en L1. Tu recommences en L1. Ouais. Et je me suis assise, j'ai regardé, j'ai dit le billet d'avion, les dépenses entre le Cameroun à l'UOB, le temps. Tout ça pour venir recommencer en L1. L'UOB, on rappelle l'université Omar Bongo. Ouais. Je me dis, et je commence à penser à mes condisciples de classe, de la terminale, ils sont où, ils sont à quel niveau en ce moment, et moi je vais recommencer à zéro. Et c'est dans ce sens que tu te dis, bon, c'est pas un échec, c'est pas grave, et je l'ai fait, j'ai recommencé. Donc, quand quelqu'un échoue, n'essaie pas de regarder qu'est-ce que tu as dépensé, ne regarde pas ton âge, ne regarde pas le temps, regarde juste que tu dois avancer et sois-en sûr que tu vas réussir. Tant que la vie a de l'espoir, donc tant que tu échoues, tu peux aussi réussir. Chaque chose en son temps. Je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose par rapport à la question. Pour un entrepreneur, je pense qu'avant de se lancer dans un business, et on a un business plan au préalable. Ouais. Et à l'intérieur, il y a, on parle de l'analyse, soit des faiblesses, des forces et tout le reste. Je sais bien que si, par exemple, je me lance dans le commerce de la nourriture, il faut identifier les concurrents. Voilà, identifier les concurrents, identifier les pertes, parce que la nourriture peut se gaspiller. Il peut y avoir, par exemple, coupure de courant pour ne pas cibler un pays. Il peut y avoir coupure de courant. Et puis, voilà, le fournisseur aussi, le fournisseur aussi. Donc, en fait, tu te dis, bon, je vais faire un business de restauration. Je mets, par exemple, 500 000, on va dire. Je pense, je ne vais pas récolter tout de suite des 500 000 de bénéfices parce que dedans, il peut y avoir des pertes, par exemple, des imprévus, tellement de choses à dire, mais malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Esther, je rappelle, tu es diplômée en sciences politiques. Merci d'avoir participé à GN. Une personne à saluer vite fait à mes parents et ma petite sœur. D'accord, c'est Samira. Ok, on fait un gros bisou à Samira. Elle est dans l'informatique, elle nous a dit. Laïka, une personne à saluer vite fait avant de clore l'émission. Bon, maman, et surtout n'oubliez pas de tout remettre à Dieu quand vous ne pouvez pas tout supporter. Mais pourquoi vous ne citez pas le nom de vos mamans? Elle s'appelle comment ta maman? Maman, elle s'appelle Assoncourt Delphine. Mais voilà, il faut citer. Esther? Maman Olive. Voilà, maman Olive. Et Daryl, une personne à saluer vite fait? Ma mère, maman Emma. On salue évidemment maman Emma. Merci à vous les amis d'avoir participé à Génération News. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous mardi prochain pour d'autres thématiques liées à cette belle jeunesse. Et d'ici là, n'oubliez pas, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.